J'ai beaucoup travaillé sur la récidive, des questions de façon quantitative. Pourquoi? Parce que ce qu'on a à disposition à l'administration pénitentiaire où j'ai été longtemps aussi, puisque finalement j'ai eu mon carrière, et donc pendant une trentaine d'années, je suis restée à l'administration pénitentiaire, j'avais des documents à disposition. Et ces documents à disposition ont fait que j'ai pu travailler sur cette question. Ce n'est pas un choix déterminé de travailler sur la récidive parce que, effectivement, c'est séduisant de parler de sortie de délinquance, je rejoins ce qu'a dit évidemment mon collègue avant. Mais qu'est-ce qu'on a comme document quantitatif à disposition? On peut travailler sur la récidive à l'administration pénitentiaire, au ministère de la Justice en fait, c'est pas l'administration pénitentiaire. Donc voilà l'intérêt. Évidemment, j'ai pris la succession d'autres personnes qui ont commencé à travailler sur la récidive depuis très longtemps, c'est pas nouveau. L'ennui, c'est que ces études sont peu connues, très peu connues. Alors, bon, un petit peu quand même, mais dans notre cercle, à l'extérieur, pas du tout. Donc c'est intéressant de décortiquer un peu ce qu'on peut trouver, même en rapprochant des données administratives. Alors, on sait qu'il y a plein de biais. Plein. Donc c'est ça, on va en parler. C'est ça le problème. Mais dans beaucoup de recherches, il y a des biais. Donc, je vais... c'était mon objectif au départ, plus clair, c'était pas de travailler sur la récidive en soi, mais c'était de travailler sur l'impact des aménagements de peine sur la récidive. Déjà quelque chose qu'on arrive à approcher. Pas vraiment, mais on arrive à approcher. Sinon, on a tout le reste des facteurs aussi qui viennent renforcer certaines idées ou dénoncer certaines idées préconçues. Alors, la récidive, vous le savez, vous l'avez déjà entendu, ça a été le moteur de l'innovation pénale pendant 2 siècles. C'est c'est Dominique Schnapper qui a trouvé cette idée intéressante. Ces dernières années, les innovations, ces 20 dernières années, les innovations, c'est succession de lois pour prévenir la récidive. Bon, innovation, pas top, vous allez dire. Innovation aussi, essayer de faire rentrer les outils actuariels dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation. On pense aussi d'autres, on peut en penser ce qu'on veut. Voilà, les innovations, pour l'instant, n'ont pas fait qu'on ait un renversement de tendance. Absolument pas. On n'a pas de renversement de tendance. On a des renversements de tendance sur le nombre de personnes incarcérées, certes. Ça monte tout le temps. L'effet bénéfique de la pandémie, ça a été une baisse brutale de la population carcérale. Mais, je vous rassure, les détenus sont revenus en nombre maintenant. Donc, c'est très vite passé. Mais bon, il faut à chaque fois chercher des pandémies. Mais c'est un moyen aussi de s'apercevoir que si on n'incarcère pas tous ces gens, finalement, qu'est-ce qui se passe dans la société? On n'a pas été malmené pour autant. C'est simple conclusion qui n'est pas très intelligente peut-être, mais bon, enfin très scientifique plutôt, mais au moins ça. Alors, la récidive sexuelle, c'est une question d'une simplicité trompeuse. J'ai aimé ce qu'avaient écrit Harris et Hanson dans leur méta-analyse de 2004, qui date pas il y a 20 ans, mais une méta-analyse importante qu'ils ont faite, et ils parlent d'une simplicité trompeuse. En effet, dans l'étude que je vais présenter, la dernière étude que j'ai effectuée à l'administration pénitentiaire, nous allons examiner la récidive sexuelle plus précisément, la récidive totale, mais sexuelle plus précisément, puisqu'on a les infractions, on dispose de toutes les infractions, et j'ai pris le bloc, parce qu'il faut décrire qui y a dedans. La délinquance sexuelle, c'est pas... Il y a plusieurs choses dedans, vous le savez mieux que moi. Alors, la récidive définie comme une nouvelle condamnation, ou une nouvelle condamnation pour une infraction sexuelle, une nouvelle condamnation aussi à l'emprisonnement. J'ai pris plusieurs critères, on verra. Et les résultats viennent contredire
certaines convictions solidement ancrées à propos de la récidive et peuvent permettre, enfin, seront utiles, j'espère, elles ne l'ont jamais été, pour l'élaboration de politiques publiques. Bon, voilà. Donc ça, c'est très clair. Maintenant, tout ce que je vous raconte, c'est un peu entre nous. Je vois pas tout le monde, excusez-moi, mais je préfère pas me lever parce que je n'aurai plus le micro. Alors, voyons. C'est pas ma pièce, on peut dire. Alors voilà, moi j'avais pensé aussi vous parler des violences sexuelles en général pour avoir une idée du niveau, entre guillemets, niveau, enfin du nombre de violences sexuelles qu'on a chaque année. Bon, évidemment, qui sont enregistrées par la police, ce qui a été dit par Tristan et par Xavier. Donc on a cette statistique-là, donc une délinquance enregistrée. Et c'est pour ça qu'après, je vais parler de nos récidives enregistrées aussi. Donc, c'est un biais énorme, tout le monde le sait, mais on peut voir, comme c'est sur exactement le même recueil, on peut voir l'évolution importante depuis 2012, depuis donc très récemment, l'évolution importante des violences sexuelles enregistrées par la police, donc dont 55% de viols en 2020, donc plus de la moitié sont des viols, et plus d'une violence sur 4 dans le cadre familial, ça a été dit aussi. Bon, c'est une façon, c'est un chiffre officiel, c'est ça aussi. On le sait maintenant, avec les enquêtes de victimation, que ça n'a rien à voir avec ce que disent les victimes. Bon, sur un an, ça peut être intéressant, c'est 4 fois plus, hein, on n'est pas sur 55 000, mais c'est 3 fois plus, disons, de violences sexuelles déclarées par les victimes. Alors il y a l'appel à la mémoire, il y a aussi des biais, mais c'est important de voir qu'il y a plusieurs chiffres qui circulent, plusieurs chiffres, on ne peut pas dire vraiment, sans décrire de quoi on parle, il faut toujours décrire de quoi on parle, d'où ça vient. Donc ça, c'est tout ce qui est enregistré par la police et la gendarmerie. Donc ça a une histoire. Les enquêtes de victimation ont une histoire aussi, tout ce que rapportent les victimes. Donc c'est important. Bon, mais là, on est dans la sphère police. Dans la sphère justice, je passe très vite, je ne passe pas sur les condamnations, mais sur les personnes qui sont incarcérées et punies. Qui on a en prison? Voilà, vous avez vu la langue monter, vous savez pourquoi, je ne vais pas redire c'est la parole, évidemment, qui s'ouvre fort heureusement grâce aux féministes, ça il faut le dire, et parce que l'action des féministes a été très importante et continue, ça va continuer. Donc une lente augmentation depuis les années 80. Enfin, pour l'instant, on a gagné les incarcérations, mais est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Et après une diminution, mais ça va remonter, puisque bon, tout ce qui est police, le stade police, c'est bien avant le stade prison. Hein. Il faut attendre 2-3 ans pour voir la courbe s'inverser. Donc on va peut-être sûrement, mais ce n'est pas la courbe de la proportion, c'est la proportion des personnes, on dit AICS à l'administration pénitentiaire. Hein. L'acronyme, finalement, on parle que par acronyme, et c'est cet acronyme-là. Donc, la proportion des AICS parmi l'ensemble de la population carcérale tourne à 10%. Pourquoi? Parce que parmi les AICS ne sont pas comptées les violences conjugales, par exemple, ou les violences à personne, et c'est le poste violence à personne qui est aujourd'hui le plus représenté après le vol. Quand même, il y a toujours le vol en prison. Donc, après le vol, c'est les violences à personne, et les AICS, c'est 10% de la population carcérale. Donc, c'est vrai que toutes les étapes font que sont incarcérés des profils particuliers, comme l'a dit Xavier. Ok. Donc, sur la mesure de la récidive,
Toujours 3 paramètres à prendre en compte, très importants, parce qu'on ne peut pas parler de récidive comme ça. C'est pas possible. Il faut définir ce que l'on mesure, hyper important. Est-ce qu'on va parler de récidive légale? C'est rare dans les enquêtes qu'on a faites, parce que c'est pas ça qui intéresse le sens commun. Est-ce qu'ils reviennent? Est-ce qu'ils recommencent? C'est ça les questions de base. Donc, on peut travailler sur la récidive légale, on n'a pas du tout les mêmes résultats, on peut travailler sur le retour en prison, on peut travailler sur la réitération, la recondamnation, pour quel que soit le nouveau fait. Voilà, il y a plusieurs critères à définir. Il n'y a pas un chiffre seulement de récidive. Ça n'existe pas. Quand je travaillais au ministère, on me disait bon, madame, quelle c'est la récidive, c'est combien en fait? Voilà, point. Ah bon, bah, je dis bon, je sais pas. Parce que c'est trop compliqué, je ne peux pas vous donner un chiffre. Mais bon, c'est comme ça. On préfère un chiffre. Alors déjà, définir ce que l'on mesure. Deuxièmement, sur quelle population on va étudier. Important aussi, sortant de prison, personnes qui passent en probation, ou un tige, etc. On a plusieurs possibilités d'étudier la récidive, hein. C'est pas seulement sur les sortants de prison. Et puis, surtout, hyper important, la période de suivi. Combien de temps on observe la récidive? Combien de temps? 1 an, 5 ans, 20 ans, on a le choix. Il faut donner le temps aux gens de récidiver quand même. Parce que la dernière étude qui vient d'être faite par le ministère, c'est 1 an, donc là, ça ne va pas. Il faut laisser un peu quand même de temps. Donc on va le voir, on va voir que ça, c'est important aussi. Voilà, donc c'était juste pour montrer qu'il y avait déjà plein de recherches, comme je vous ai dit, sur tout type de condamnés différents, condamnés à 3 ans et plus. Tout dépendait, bon, je n'ai pas fait tout moi, hein, c'est depuis les années 60, alors vous pardonnerez. Donc tout dépendait des documents à disposition. À partir d'un certain moment, on a décidé, ce qui ne se fait plus facilement maintenant, quand on peut-être, de rapprocher le casier judiciaire de la fiche pénale. C'est ce qui nous permet de vérifier la récidive judiciaire, en fait. Celles pour lesquelles les personnes se sont fait attraper, parce que ça aussi, on ne se fait pas forcément attraper. Alors, moi je vais vous parler de l'avant-dernière enquête que j'ai inscrite là sur mon PowerPoint. La dernière enquête a été faite par le ministère de la Justice, elle vient d'être publiée en 2021, sur la cohorte des condamnés qui ont été libérés en 2016. Et cette dernière enquête, que j'avais préparée avant de partir, a été faite de façon informatique. Donc là, c'est très simple. On rapproche les fichiers pour un tas d'autorisation, évidemment, la CNIL, etc. Tout ça est fait. Ça a mis longtemps à se préparer. Et on peut avoir tous les ans des chiffres, si on veut. Maintenant, on n'attend plus des années avant d'avoir des enquêtes qui donnent des résultats. Mais moi, je vais vous parler de la précédente, puisque le suivi que j'ai fait, c'est 5 ans, alors que la dernière enquête, c'est 1 an suivi seulement. Alors, sur cette enquête qui date de... les sortants sont de 2002. Vous allez dire, oh là là, maintenant, c'est long. C'est long, mais j'ai pour preuve le fait que les résultats qui viennent de sortir de la dernière enquête sur une année d'observation donnent exactement les mêmes chiffres. Bon, donc je me suis dit qu'on peut encore utiliser des enquêtes anciennes qui servent puisqu'elles ont un recul important. Alors on a pris un échantillon des sortants de 2002, les 6 derniers mois, parce qu'on a tout fait manuellement, ce n'était pas les fichiers informatiques à ce moment-là. Ils existaient, mais je n'ai pas eu le droit de les avoir. Donc on a ressaisi un ensemble de 8000 dossiers. Donc on a fait 8000 dossiers pour cette enquête. On a pris un échantillon national stratifié selon le sexe, l'âge à l'écoute, le mode de libération, l'impact principal, et ce qui me donne l'occasion de pouvoir travailler sur les violences sexuelles, puisqu'on a pris l'ensemble des personnes condamnées pour violences sexuelles, puisqu'ils ne représentent
pas une proportion importante des sortants, puisqu'ils ont aussi des noms de peine et donc ils sont moins représentés dans les sortants. Donc on a pris l'exhaustivité des personnes qui avaient été condamnées pour ce contentieux. Bon, FND, ça n'existe plus. Fichier national des détenus comme base de sondage, 8419 dossiers comme objectif initial, pour obtenir enfin près de 7000 un effectif de 7000, parce que évidemment il y a des choses qui se perdent, etc. Je ne vais pas vous compliquer la tâche là-dessus, mais pour vous expliquer vraiment ce qu'on a fait. Donc on a pris la fiche pénale de chaque personne qui ont été libérées. Dans la fiche pénale, on a des données sociodémographiques, l'âge, la filiation, le sexe, est-ce qu'il y a un emploi, l'éducation. On n'a pas un ensemble de données, hein. J'ai travaillé toutes les données, mais il le manque. Vous verrez, c'est une des critiques que je me fais, que vous allez me faire. Et les événements au cours de la détention, pas tout, malheureusement. Bon, si la personne a eu un retrait de réduction de peine, a eu une remise de peine, enfin des choses comme ça. On ne sait pas si elle a trouvé une activité de travail, ça on ne le sait pas, ou une activité autre, culturelle, etc., parce que ça compte aussi, et ça, tout ça, on ne le sait pas. Dans la dernière enquête, avec les fichiers informatiques, ils pourront l'avoir si c'est saisi par les greffiers. Alors, voilà, les éléments de rétention, on en a tout, bien sûr. Bon, ensuite, on a le bulletin numéro 1 du casier judiciaire, je l'ai obtenu grâce à la direction des affaires criminelles et des grâces. À ce moment-là, en 2008, on a demandé, évidemment, c'est sortant de 2002, on l'a obtenu en 2008. Et dans le bulletin numéro 1 du casier judiciaire, on a le relevé de toutes les condamnations prononcées de la personne. Alors, il y a les règles d'effacement, bien entendu, il y a un certain oubli, mais c'est rare, il faut le demander, l'oubli du casier judiciaire. Il y a des condamnations qui devraient être effacées, qui ne le sont pas toujours, quand elles sont non avenues, 5 ans après les faits, s'il n'y a pas de nouveaux faits, c'est effacé. Bon, ça ne touche pas l'étude que j'ai faite, puisque ça porte sur 5 ans. Mais c'est comme ça qu'on travaille, et c'est comme ça qu'on obtient des données qui ont un périmètre, un sens. Donc, principalement sur l'étude des violences sexuelles, on a pris l'échantillon exhaustif sur les libérés de prison entre le 1er juin et des personnes qui ont connu une condamnation, une peine de prison ferme. 1048 AICS au départ, c'était une exhaustivité sur 6 mois, et 961 dossiers exploitables. Vous voyez, c'est limite pour après avoir des tris, bien entendu, des tris croisés et des études plus poussées. C'est limite. Mais bon, voilà, ce serait bien travailler sur peut-être les données de police, les arrestations pour eux, c'est ça. C'est plus compliqué. Donc on travaille sur l'observation de la récidive en partant donc de la cohorte libérée de 2002. On regarde s'il y a des faits dans le casier judiciaire. Est-ce qu'il y a des nouveaux faits qui sont sanctionnés par une condamnation, bien entendu. Quand on parle de récidive, c'est récidive judiciaire, il faut qu'il y ait une nouvelle condamnation. On peut être réincarcéré en tant que prévenu et innocenté. C'est possible. Alors les faits ne se déroulent pas à un jour précis. Il y a un intervalle des faits dont il faut tenir compte aussi. Par exemple, on trouve généralement dans les casiers actes répétés sur son enfant, courant cette année-là, courant 2001, 2002, etc. Enfin, ça peut être sur plusieurs années. Il y a un intervalle des faits, donc on tient compte de ça, on tient compte de la borne inférieure, de la borne supérieure, et
pour justement tous les calculs. Quand ça commence, on prend à partir de la borne inférieure. Donc il y a délai de récidive à partir de la borne inférieure. Et voilà, bon, donc la nouvelle condamnation vient après les faits. Et enfin, donc 2008, c'est le moment où on étudie le casier. Donc ça laisse en 2002-2008 6 ans, on a réduit à 5 ans pour être sûr d'avoir tout le monde. Donc les critères dont je vous ai parlé, dans les 5 ans donc, qui suivent la libération, on prend le critère recondamnation, toutes les peines qui sont inscrites sur le casier judiciaire, de la distance de peine à la réclusion criminelle. Il y a tout à peu près dans le casier. Donc sur l'ensemble libéré, 59% pour une nouvelle recondamnation dans les 5 ans. Donc on a vu ce chiffre circuler un peu partout. Oui, on dit à 60%. Ça m'a bien énervé parce que c'est pas de. Oh là là, 59 c'est énervant. 60% récidive, on entend ça un peu partout depuis des années. Donc ça vient de là. C'est pas faux, mais c'est pas suffisant de dire ça. C'est dans les 5 ans. Hein. Et bon, c'est vraiment recondamnation de sortant de prison. Pour les AICS, ça tombe à 23%. Si on prend le critère de prison ferme, c'est-à-dire des personnes qui sont, les critères sont emboîtés, est-ce qu'on trouve dans le casier judiciaire une recondamnation à l'emprisonnement ferme ou dans le niveau criminel? Pour l'ensemble, 46%, et pour les AICS, 12%. Donc, peut-être 4 moins. Mais bon, c'est important, mais comme vous le savez aussi, pour ces infractions-là, le report à la police est compliqué. Plus compliqué que pour un vol. Donc, ça n'explique pas tout, mais ça explique pour une part. Donc, si on prend aussi le critère prison ferme pour une nouvelle infraction sexuelle, 4%. Donc, 35 personnes parmi les 900, je vous rappelle 960, que j'étudie, 35 personnes pour une nouvelle incarcération, pour une nouvelle infraction sexuelle. Donc 9 réclusions criminelles. On verra après 9 viols dans les 5 ans. Donc ce qui me faisait penser, en trouvant ça, oui, c'est pas beaucoup. 4%, c'est pas beaucoup. Alors je voulais pas, j'avais écrit un truc et je voulais pas l'intituler physique très faible. C'est après, il y a 9 viols. Ça donne une autre dimension. La statistique, il y a aussi l'humain dedans. Donc, il n'y a aucune affaire, si on prend un autre angle, aucune affaire inscrite sur le casier judiciaire, 77% des personnes n'ont aucune affaire inscrite sur leur casier. Des AICS, hein. 41% sur l'ensemble. On pourrait grossièrement dire que 41% sont sortis de délinquance dans les 5 ans. Parce qu'on donne une borne quand même, hein. Aussi pour la sortie de délinquance, je suppose. Parce qu'on ne sort peut-être pas de délinquance, enfin. Alors, pour voir justement la durée d'observation, donc, j'aurais pu représenter une courbe de survie, hein, parce que je suis démographe, je crois que j'ai fait l'inverse, je ne sais pas pourquoi. Alors là, je pars de 0 à 5 ans, et je regarde l'évolution des taux. Donc, la première année, on a 57% de l'ensemble qui a déjà recommencé, puisque le taux est déjà une nouvelle, il n'a peut-être pas recommencé, c'est pour une nouvelle condamnation. Donc, le taux est à peu près à 27%, vous voyez, et pour l'ensemble, c'est 59%. Donc, ça fait 57% de l'ensemble des récidivistes, on va dire entre guillemets, qui, la première année, ont été recondamnés. Pour les AICS, le temps est plus long. 33% des personnes qui ont été recondamnées l'ont été la première année.
Et la première année, on trouve un taux de recondamnation, non, de retour en prison, pardon, retour en prison. Donc c'est 46, et des fois je me mêle un peu, heureusement je l'ai marqué. Pour les viols, on a à peu près la même évolution, plus lente que pour l'ensemble des infractions. Pour les agressions sexuelles, oui, aussi sensiblement, et les taux ne sont pas tout à fait les mêmes. On va voir plus précisément. Voilà, parce que la nature de l'infraction sexuelle n'est pas négligeable. On parle des délinquants sexuels tout le temps, les AICS, moi j'ai entendu ça tout le temps quand je travaillais au ministère, mais c'est viol sur mineurs, viol sur personnes vulnérables, viol sur majeurs, agression sexuelle sur mineurs, voilà, sur personnes vulnérables, agression sexuelle sur majeurs, exhibitionnisme, pédopornographie, enfin tout ça. C'est un ensemble, et encore, peut-être que c'est beaucoup plus détaillé, même encore, vous allez me le dire. Donc les taux de recondamnation sont aussi différents selon ces infractions-là. Je vous rappelle, le taux de recondamnation de l'ensemble des AICS est de 23%. Mais il est de 41% pour les agressions sexuelles sur majeurs. Vous avez les effectifs à côté pour voilà, exhibitionnisme, je ne l'ai pas calculé, hein, sur 5 personnes. Ce taux est de 12% quand on parle de viol sur personnes vulnérables ou par ascendant. Voilà, donc là, je vous laisse regarder l'ensemble des différences. En ce qui concerne le retour en prison, faut dire vite, on a à peu près les mêmes écarts. 37% sont pour les agressions sexuelles sur les majeurs. Le poste le plus élevé et le poste le plus faible, on a 4% pour viol sur personnes vulnérables ou par ascendant. Donc c'est ce qui fait dire que les distinctions sont importantes. Et peut-être que vous avez des détails encore plus importants, mais avec 960 dossiers, je ne pense pas aller plus loin. Vous voyez, les effectifs ne sont pas très élevés. Alors, on peut regarder l'infraction principale qui a motivé le retour en prison. Je vous rappelle que là, on a 116 qui sont revenus en prison, total, là, ce n'est que les AICS. Hein. Je ne travaille que sur cette portion-là. Hein. Parmi les 961, 116 sont revenus en prison. Sur cette colonne, nous avons les infractions, les motifs d'incarcération de référence. Pourquoi ils avaient été incarcérés avant 2002 et sont sortis en 2002. Et ici, le motif de retour dans les 5 ans. Alors, on voit que, en fait, 81 personnes, donc je ne sais plus quelle proportion ça fait, on a un autre motif, une recondamnation, mais pour autre chose. Et on va voir pour quelle autre chose. Et pour les agressions sexuelles uniquement, 35 personnes, les 35 sont dans le plus foncé, c'est vraiment la même chose, pas la même chose, on imagine, puisque bon, c'est la diagonale, c'est la même infraction, retour pour la même infraction, et plus clair, une infraction proche, et puis autour, une infraction sexuelle différente. Je vous laisse regarder, c'est des petits chiffres, mais c'est important aussi de voir, c'est là qu'on voit quand même qu'il y a de nouveau 9 viols sur majeurs, par ascendant et sur mineurs, enfin petits chiffres, 7 viols sur majeurs et 2 par ascendant et 1 sur mineurs. Donc heureusement des petits chiffres, mais bon, ils existent quand même, et puis les autres sont des agressions sexuelles sur majeurs ou sur mineurs. Autre motif, je crois qu'on va voir les autres motifs.
Donc, atteinte à la personne humaine, dont ICS 4%. Les 35 dont je vous ai parlé sont là. Les atteintes aux biens, près de 4% d'atteintes aux biens parmi les 12% de retour en prison. Transport, matière de santé publique, atteinte à l'autorité d'État, et d'autres infractions. Bon. Ce qu'il faut retenir, c'est 4% pour une nouvelle infraction à caractère sexuel. Tout ça, c'est peu quand même. Donc, quelles sont les caractéristiques que vous connaissez, je pense déjà, mais qui sont toujours importantes à montrer de ces personnes, parce qu'évidemment, elles ne sont pas toutes, elles n'ont pas toutes le même profil, elles ont des caractéristiques différentes. Donc, les condamnations antérieures écrasent un peu l'ensemble de l'étude. On est très embêtés avec ces condamnations antérieures, parce que c'est elles qui font un peu le contour de l'étude. Vous voyez la différence hyper importante entre ceux qui n'en ont qu'une, c'est-à-dire celle pour laquelle ils sont sortis en 2002, et après ceux qui ont d'autres infractions dans leur casier, puisque grâce au casier judiciaire, on peut voir ce qui a été fait avant aussi. Il n'y a pas seulement l'infraction qui a été commise après la sortie, il y a ce qui avait été fait avant la sortie de 2002. Donc, 2 condamnations et plus. Vous voyez que le taux pour l'ensemble monte à 57%, alors qu'il est 46% pour l'ensemble, et que ceux qui ont eu une infraction seulement, 22%. Donc voilà, c'est un poids non négligeable. Pour les AICS, on a la même observation, exactement la même observation. 7, 24. Voilà, on dichotomise, parce que c'est quand même plus intéressant de dichotomiser, on voit mieux les choses, et on voit quand même que les primaires, pour le taux de récidive des primaires, est quand même beaucoup plus faible. Ouh là là, voilà, vraiment je me dépêche. Bon là, vous savez tous que plus l'âge augmente, plus le taux diminue, et c'est valable pour les AICS aussi. Puisqu'on passe de 31 à 4%, le taux. On a oublié dans tous les termes se ranger les voitures. On dit ça souvent, hein, les détenus. Bon, on peut attendre jusqu'à 50 ans, là, on voit que le taux tombe. Et je pense qu'il faut quand même se bouger un peu avant. Alors, autre variable sociodémographique, le fait d'être marié aussi joue, que ce soit pour les AICS ou pas, diminue les taux. Le fait, l'emploi. Au moment de l'incarcération, hein, c'est pas parce que l'incarcération peut être longue, hein, mais quand même, on voit une différence. Ceux qui n'ont pas d'emploi, là, c'est un taux plus élevé pour les AICS, comme pour l'ensemble des libérés. J'ai mis à côté la comparaison entre les deux. Pour l'aménagement des peines, donc c'est ce qui m'intéresse au départ, mais c'est intéressant pour l'ensemble des études. 64% n'ont bénéficié d'aucun aménagement des peines au cours de leur détention que celui des AICS. Pour les autres, c'est encore plus, parce que les AICS ont des peines plus longues, donc plus les peines sont longues, plus les personnes obtiennent des aménagements, curieusement. Alors, 29% ont bénéficié d'une libération conditionnelle, 9% pour l'ensemble, et 7% des libérés ont bénéficié d'un aménagement de peine autre, un bracelet, il n'y en avait pas beaucoup à ce moment-là, un placement à l'extérieur, une semi-liberté, 13% pour l'ensemble. Au total, 36% des AICF ont bénéficié d'un aménagement de peine contre 20% pour l'ensemble des libérés, mais je vous le disais, c'est du fait de la peine plus longue. C'est pas parce que c'est des AICF. Alors, donc on a évidemment des motifs, selon le motif de sortie, le taux de retour en prison est différent. Ceux qui n'ont pas d'aménagement ont un taux plus élevé que les personnes bénéficiaires d'un aménagement. C'est ça depuis longtemps. C'est ce qui me faisait dire au départ que les politiques publiques ne changent pas trop puisque les aménagements de peine évoluent à la baisse.
le bracelet sous surveillance électronique émerge, effectivement, mais de beaucoup. 15 000 personnes maintenant ont un bracelet sous surveillance électronique, mais on se demande si c'est pas une extension du filet pénal ou pas. Enfin, ça c'est autre chose, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais les aménagements tels que la libération conditionnelle, des aménagements plutôt intéressants, qui ont un contenu de suivi, etc., disparaissent de plus en plus. Bon, donc, il faut évidemment, vous allez me dire, tout ça, il faut un résultat, toute chose égale par ailleurs, enfin, c'est une bien grande phrase, puisque, évidemment, c'est toutes ces variables-là prises en compte. C'est pas de chose égale, c'est toutes ces variables-là prises en compte. Les aménagements de peine sont plus souvent octroyés à des personnes mariées, qui ont un emploi, etc. Il y a un choix de la personne, comme vous savez, même déjà pour aller en prison, il y a un choix, donc là, pour avoir un aménagement aussi. Donc, les taux bruts que je vous ai montrés, on ne sait pas si les personnes qui ont eu cet aménagement récidivent moins, parce qu'elles sont mariées dans un emploi, etc., ou parce qu'il y a un vrai effet d'aménagement de peine. Donc ça, je me suis tendu l'esprit pendant des années là-dessus pour éviter les biais de sélection, mais il y a plein de choses qui nous échappent, plein. Donc, on n'a pas... alors, on approche statistiquement pour lever cette ambiguïté, on raisonne en faisant des rapports de risque. Et donc, on arrive à montrer, avec ces variables-là seulement, pas d'autres, j'en ai pas d'autres. J'aimerais bien avoir justement toutes les questions d'addiction, santé mentale, etc. Là, voilà, on serait vraiment, on approcherait quand même quelque chose de plus intéressant, mais c'est ce que j'avais seulement. On arrive à montrer, vous voyez, que prenons les statuts matrimoniaux, la référence des mariés et les non-mariés, leur ratio est 2 fois plus important par rapport à la référence. Pour les non-mariés, le fait de ne pas être marié conduit à un risque 2 fois plus important que les personnes mariées si on prend en compte toutes ces caractéristiques. Et donc la valeur de la probabilité est significative. 1 minute. Donc là, je vais terminer là-dessus. Je vous donnerai les graphiques, les tableaux si ça vous intéresse, et vous voyez que quand même sur l'incarcération de référence, les personnes qui ont commis une agression sexuelle sur majeur, toutes ces variables prises en compte, ont 2 fois 8, 3 fois plus de risques, on va dire, on va grossir, 3 fois plus de risques que ceux qui ont commis un viol sur majeur de revenir en prison dans les 5 ans. Idem à peu près, dans 2 fois plus de risques pour les agressions sexuelles sur mineurs. Bon, en prenant toutes ces variables, c'est intéressant quand même de faire ça, mais comme j'ai dit, bon, je passe là-dessus, c'est une autre enquête, c'est pas la nôtre. Je vous remercie, mais vous allez me dire qu'il manque plein de choses, et je suis d'accord. On a 10 minutes pour quelques questions. Peut-être en attendant qu'il y ait des questions de la salle, pardon. J'avais une question sur la question de la mesure de la récidive des personnes qui commettent des agressions sexuelles sur adultes, où il y avait là, je crois que c'est dans ceux parmi les AICS qui réitéraient, donc qui récidivaient sur des AICS qui étaient plus élevés, je crois. En tout cas, c'est une proportion importante. Je me demandais, est-ce qu'il y a des mesures sur la nature des autres types de condamnation avant ceux qui ont... Parce qu'il y a des condamnations après, il y a des types de recondamnation des autres. Est-ce qu'on a le type de recondamnation aussi pour lequel ils appellent? Je me demande, est-ce que du coup on ne peut pas voir si certains types d'agressions sexuelles s'inscrivent dans des registres de violence, parmi lesquels il y a la violence sexuelle, donc on aurait des personnes qui, par exemple, dans des processus divers et variés, dans des parcours de violence, ou dans des passages à l'acte violent, auraient la violence sexuelle, on va dire, parmi ce répertoire. Je ne sais pas si c'est très clair. Si c'est clair, malheureusement, je ne vais pas pouvoir te donner satisfaction. On a simplement relevé que dans les condamnations antérieures, il y avait pour les AICS très peu
d'infraction AICS, 2%, je crois, avec une condamnation AICS, et tout le reste, bon, on ne l'a pas analysé. Mais justement, c'est des parcours effectivement chaotiques. Il n'y a pas que. C'est des parcours de violence. C'est tout à fait ça. Enfin, dans la plupart des cas. Mais c'est pas seulement, notamment en ce qui concerne les viols, c'est pas seulement, ça peut être dans les casiers, on trouve braquage, viol, un mélange. Et donc ça, c'est analysé. C'est ce qu'ils feront, je pense, avec les parcours. C'est ce qu'on a aussi en projet, parce que j'ai un projet d'enquête je suis en train de faire justement sur les sortants de prison avec l'INED. Et aussi, on se rapproche de l'enquête que vous avez faite, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que fait la prison aux détenus, en gros. Et donc, on leur demande un peu tout le parcours de leur vie. Et ça aussi, ça va être intéressant de voir, y compris pour les agresseurs sexuels, ce qu'ils ont commis avant, après. Ils vont nous dire sur leur déclaration. Il faut repasser par là. Ce que je voulais dire aussi vite fait, c'est que là, c'est 2 documents administratifs. Mais il faut compléter le but vraiment par le qualitatif. Ça manque, bon, moi, c'est moins de ma partie, mais voilà, des associations avec des jeunes chercheurs comme Olivier et comme Xavier, c'est très très bien, parce qu'ils vont passer au qualitatif. On sait toutes ces variables sont stables. Dans la nouvelle enquête, on a à peu près la même chose. Enfin, ils n'ont pas été plus loin pour l'instant. Est-ce que vous avez la possibilité de renseigner l'item soins, c'est-à-dire sur la gauche, vous savez, ces personnes condamnées, est-ce qu'elles ont été soignées, et de pondérer éventuellement le soin pénalement ordonné, en particulier dans les aménagements de peine, de 40% de désistance. J'aurais été très intéressé de savoir précisément, finalement, dans ces 40%, quel a été le poids relatif des soins éventuellement pénalement ordonnés. Une injonction de soins, est-ce que c'est accessible pour vous? Malheureusement, c'est pour ça que je l'ai décrit au départ, c'est ni dans la fiche pénale, ni dans le casier. Tout ça, on n'a pas du tout. Alors, ce qu'il faudrait, c'est fouiller le dossier. C'est pour ça que ce qu'on va faire dans une nouvelle enquête, c'est qu'on va demander l'accès au dossier. Mais tout ça, c'est bon, ça fait 5 ans que je travaille là-dessus, pour avoir les documents, déclaration de CNIL, etc. Et là, on va pouvoir, après, on va travailler sur la récidive, donc on va pouvoir avoir des choses. Peut-être que dans le cadre de travaux de thèse académique, on pourrait vous aider, vous soutenir, parce que 116 dossiers, c'est pas énorme finalement, à éplucher. On a coordonné une enquête nationale, multicentrique avec le NDRP, sur l'injonction de soins. Et donc, les CRIAS sont aussi des effecteurs de recherche, et vont participer, vous aider, vous soutenir, et développer des chiffres, des résultats plus précis qui pourraient peut-être servir à le ministère de tutelle pour envisager des politiques à la fois pénales, mais aussi sociales, un peu plus intelligentes. Effectivement. Peut-être. Il faudra qu'on voit, on discute dans quelles conditions pour retrouver les personnes. Et effectivement, retrouver les dossiers des personnes, c'est peut-être possible. Moi, je voulais, surtout puisque tu parles de croisés qualitatifs et quantitatifs, effectivement, il y a des apports complémentaires entre les deux méthodes, mais aussi rappeler, du coup, tu l'as rappelé en préambule, mais croiser les différentes, et je l'avais évoqué avant, de croiser les différentes sources quantitatives qui existent aussi. Et du coup, ne pas du coup, à plusieurs moments, tu l'as fait en précaution dans les tableaux, mais garder à l'esprit, à l'association de tout le monde aussi, que ces chiffres, vous voyez, sont les chiffres de la délinquance connus, non seulement connus, et enregistrés. Et donc, du coup, j'ai retrouvé quelques chiffres de l'enquête virale dont vous avez parlé, parce que j'avais juste donné le 1% tout à l'heure, le résultat final de 1% de l'agression sexuelle qui sont condamnées. Et donc, sur un an, cette enquête par enquête de l'estimation donnait 84 000 viols commis par an pour 5500 plaintes, donc seulement 6,5% de plaintes, donc d'affaires connues des institutions. Et parmi ces affaires connues, 1 sur 4, 1300 condamnations. Donc, j'exagère un peu, on est sur 1,5% de condamnations en matière de viol, et donc y compris de prise en compte dans les chiffres de la récidive. Et donc 580 000 agressions sexuelles par an pour 30 000 plaintes, là aussi de l'ordre de 5%, et 6 000 condamnations, donc 1 sur 5. Et donc là, on est sur 1% des agressions sexuelles commises, condamnées. Et donc, la condamnation, le retour en prison, donne
le regard de ce que font les institutions. Et donc on peut, ces chiffres donnent une idée de quel type d'infraction est condamné, ces chiffres permettent de comparer en partie ces éléments, mais en tout cas ne permettent pas une comparaison entre les types d'infractions, par exemple le chiffre global de 59% et le chiffre des AICDS de 24 ou quelque chose comme ça, 23, on peut aller vraiment multiplier ces éléments. Par exemple, on sait que pour les vols, c'est un vol sur deux qui est signalé aux institutions. Alors, on ne sait pas exactement combien sont condamnés, mais entre un vol sur deux et 6%, moins 20 sur 10 pour les cas de violence sexuelle, il y a un gros décalage. Donc gardez ça quand même à l'esprit par rapport à ces données.